Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Mathieu Courdès. Aventurier et photographe animalier, Mathieu incarne la détermination à suivre son cœur malgré les obstacles. À l'âge de 15-16 ans, je savais que je voulais être photographe animalier, mais mes parents ne voulaient pas. C'était vraiment ce qui m'animait, je voulais vraiment faire ça depuis tout petit. Je sentais que c'était ça qui allait me rendre heureux. Son parcours nous plonge dans un monde fascinant où les animaux détiennent des pouvoirs insoupçonnés. Les animaux ont sans doute un super pouvoir par rapport à nous, puisque je suis persuadé que le stress a une odeur, que la peur a une odeur, que la tristesse a une odeur, que les maladies ont une odeur, et que tout ça, les animaux le ressentent, le sentent. À travers ces clichés, Mathieu sensibilise à la préservation des espèces et révèle les mystères de la faune sauvage. Mais c'est le moment où tu te rends compte que tu connais bien les animaux, qu'en fait tu t'aperçois que tu connais rien sur les animaux. Parce qu'ils sont entourés de secrets, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Un lion qui vit par exemple en Tanzanie ne ressemble pas à un lion qui vit en Namibie, qui ne ressemble pas à un lion qui vit dans le delta d'Okavango. Son franc-parler nous offre une perspective authentique, loin des clichés habituels du développement personnel. Je pourrais dire accrochez-vous à vos rêves, vous allez y arriver. C'est la phrase qu'on entend, qu'on n'arrête pas d'entendre, mais quand on se rend compte qu'en fait on n'y arrive pas et qu'on s'est accroché pendant des années à son rêve, la chute est difficile, très difficile. Dans cet épisode, nous explorons la sensibilité animale, notre relation au monde, la passion, l'adaptation et même la numérologie, dévoilant comment Mathieu intègre harmonieusement ces nombres dans sa vie. Et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. C'est une contribution importante pour ce podcast totalement gratuit et ça ne te prend que 2 minutes. Non mais même pas, ça te prend que 15 secondes. Et sur l'Instagram Oser by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Mathieu, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Je vais bien, je suis ravi de t'avoir avec moi. On a eu des petits soucis de micro, j'aime bien des fois dire les backstage, et ça montre aussi que peu importe les projets que l'on fait, des fois tout ne se passe pas comme on l'imaginait. Et le but c'est de se faire en sorte d'arranger les choses. Donc là j'ai couru chez moi, j'ai récupéré un micro, on a 2 micros différents mais c'est pas grave. Et je trouve ça génial et je pense que toi, dans tout ce que tu vas nous partager, il t'a fallu aussi sûrement à des moments savoir t'adapter. Et je pense d'ailleurs que c'est un point fort chez toi. Parce que je t'ai fait ta numérologie, mais ça on en parlera tout à l'heure. Bref, imaginons, là tu rencontres mes potes, je fais une soirée d'anniversaire et je te demande de te présenter. Moi je te demande pas, mais mes potes te demandent. Qu'est-ce que tu répondrais ? Je dirais photographe / réalisateur de documentaires contenu animalier. En général, quand il y a mes amis autour, je dis juste que je travaille dans la production audiovisuelle parce qu'ils sont tous saoulés de mes histoires dans la nature, dans la brousse. Voilà, en général, je réponds ça. C'est toujours un peu difficile d'expliquer avec des mots ce qu'on a pu ressentir comme émotion, de retranscrire avec des phrases. C'est pas facile. Et je le ressens bien aussi quand j'accompagne des groupes de scientifiques ou de touristes et qui me disent que quand ils retournent en France et qu'ils en parlent à leur famille ou à leurs amis, même s'ils mettent du ton, de l'engouement dans leur récit, et ben ça sonne pas pareil. Ils ne retrouvent pas dans le regard de leurs amis l'étincelle que eux-mêmes ont eu en voyant un éléphant dans le désert, en voyant une meute de lions à quelques mètres de la voiture. Donc c'est toujours délicat d'expliquer son métier en région parisienne à des Parisiens ou à des banlieusards, mais c'est pas facile. Oui, surtout que toi t'es de région parisienne. D'ailleurs c'est pas compliqué pour toi quand tu reviens à Paris, justement, de revenir sur un côté... t'habites pas à Paris même, mais est-ce que pour toi c'est compliqué ces retours à une vie citadine quand t'es proche de la nature ? La première fois que j'ai vécu vraiment en Afrique australe, donc au Botswana et en Namibie, j'avais 20 ans et je suis resté 6 mois, un peu plus de 6 mois sur place. Et le retour là a été compliqué. Je me souviens que le retour, on est allé à Vélizy 2. Les banlieusards qui m'écoutent connaissent bien sûr cet endroit. Oui, pour acheter des affaires. Et là, voir tout ce monde, cette musique, ça a été un peu compliqué. Et puis après, au gré des voyages, le retour à la réalité était moins difficile. Mais par contre, oui, il y a
une petite phase de dépression en général quand on a vécu des belles choses avec la nature, avec les différents écosystèmes qu'on peut rencontrer aux quatre coins du monde et qu'on se retrouve de nouveau dans la ville. Il y a une petite dépression et certains ne s'en remettent pas facilement, ou en tout cas dans les jours qui viennent après le retour. T'as un mode de vie en tout cas qui est assez particulier parce que tu vis à la fois justement en région parisienne mais aussi dans le monde entier quelque part. C'était quelque chose qui était inné chez toi, genre t'étais destiné à vivre cette vie-là? Bon, déjà tout jeune, je savais que je voulais voyager, je savais que j'avais un lien avec les animaux, en tout cas que je voulais vouer ma vie pour les animaux. L'image, la photographie, la réalisation est venue vers 12, 13, 14 ans, où je me suis rendu compte qu'avec une certaine façon de prendre des photos, on pouvait transmettre des émotions et pourquoi pas porter un message. Là aujourd'hui, quand je prends des photos, j'essaye de sensibiliser à différents enjeux comme le braconnage, le trafic d'animaux exotiques, la déforestation dans certaines régions du monde qui mettent en péril justement les animaux menacés. Mais ça, c'est venu au gré des années. Petit, je savais que je voulais voyager et que je voulais travailler avec les animaux. Après, oui, ça a été quand même beaucoup de travail, beaucoup de recherche pour pouvoir vivre de ma passion. C'est souvent les gens quand ils savent pas quoi faire. Enfin, j'ai remarqué quand on me pose la question, mais je sais pas quoi faire de ma vie. Je leur dis souvent de regarder ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient petits, parce que c'est souvent là qu'on trouve l'essence même de qu'est-ce qu'on faisait innocemment, qu'est-ce qu'on faisait naturellement, sans attendre un résultat quelque part. Et toi, je trouve que t'es l'exemple parfait, en tout cas, pour avoir suivi tes envies. T'as eu un déclic à un moment donné? Alors, paradoxalement, mon déclic, il s'est fait sans doute dans un zoo. Quand j'avais 8 ans, je suis parti avec mes parents en Namibie. Donc là, ça a été un choc des couleurs, un choc des lumières, du jeu, du safari, à savoir trouver l'animal dans son milieu naturel. Ça a été une confirmation d'une révélation que j'avais déjà eue plus jeune en observant un lion dans un zoo. J'étais fasciné, envoûté par cette créature. Tu sais, en plus, c'est à l'époque des Pokémon. Du coup, tu fais des liens sur ces petites créatures qui te fascinent. Et là, je voyais ça, je pouvais rester des heures. Je trouvais ça formidable, ces mouvements entourés de mystères, parce que forcément, c'est des êtres vivants avec lesquels on ne communique pas. Et c'est d'ailleurs, on n'arrive pas à communiquer. Et c'est d'ailleurs l'un des grands enjeux pour protéger les animaux, c'est de comprendre réellement leurs besoins. Et quand t'es petit, t'as pas la conscience du bien-être animal. Tu ne sais pas qu'un lion n'a rien à faire enfermé dans un zoo. Mais ça, quand même, mine de rien, été un choc pour moi, qui m'a sans doute ensuite donné cette passion et donné envie de protéger les animaux et en tout cas d'alerter sur certaines problématiques environnementales. Mais du coup, si tes parents t'ont amené voyager plus jeune, c'est-à-dire qu'ils étaient ouverts à l'idée que tu puisses justement embrasser une carrière qui soit de photographe et de voyage? Alors, eux étaient passionnés par le voyage, ouais. Mais par contre, ils ne voulaient pas que leur fils fasse un travail de photographe ou de guide. Pourquoi ? Parce que c'était pas un métier pour eux, ça les rassurait pas. Et puis mes parents sont dans un secteur bien particulier et ils ne connaissent pas l'éventuelle économie qu'il y a dans la production audiovisuelle, dans la photographie, la vente des photos, la vente des livres. Moi, j'écris aussi pour la télévision, je suis réalisateur. Donc voilà, il y a un écosystème financier qui existe pour vivre de cette passion. À l'âge de 15-16 ans, je savais que je voulais être photographe animalier, mais mes parents ne voulaient pas. À l'âge de 17-18 ans, au moment où on doit s'orienter professionnellement, je leur disais que pourquoi pas être journaliste, et après moi je rebondirais dans la photographie animalière, mais ils ne voulaient pas. Donc je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez que je foute. Et ils m'ont dit va en école de commerce et puis après tu feras tes bêtises là, tes hobbies à côté. Sauf que moi je voulais vraiment vivre de la photographie animalière. Je voulais, même si je gagnais peu d'argent, je voulais que quand je paye mes pâtes, quand je paye mon riz, ça soit avec de l'argent que j'ai gagné grâce à ma passion. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Et en fait, grâce à cette école de commerce, sans surprise, j'ai détesté l'ambiance, les cours.
tous les profs, bref. Grâce au cursus de l'école de commerce, j'ai pu pas mal voyager parce qu'il y a des échanges universitaires. Je suis allé au Canada. Au Canada, une fois que mes cours étaient terminés, j'allais photographier les renards, j'allais photographier le Harfang des Neiges, qui est la chouette Edwige dans Harry Potter. Ensuite, une fois que j'avais des stages ou des années de césure, je faisais tout pour aller en Afrique australe, en Namibie, au Botswana, où je travaillais pour des agences de voyage, puis j'étais traducteur, puis j'étais guide. Et après, chaque année, chaque saison, en parallèle de mon école de commerce, je retournais dans cette région du monde pour guider. En fait, t'as suivi ton cœur, finalement, quelque part. Ah ouais, j'ai suivi ma passion. Tes parents t'ont amené à être dans une forme de raison, donc tu faisais ce qu'ils voulaient, quelque part, et à côté de ça, t'avais quand même cette vibration, cette passion que tu ne quittais pas. Tu donnerais quel conseil à quelqu'un comme ça qui a une passion et justement il est entouré de personnes, potentiellement les parents justement, ou la famille ou la société qui ont tendance à lui dire c'est pas possible, c'est pas un métier, t'en vivras pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est difficile. Moi, je me garde bien de donner des conseils parce que c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça marcherait pour quelqu'un d'autre avec ses propres émotions, avec un profil particulier, avec... Beaucoup de gens pensent avoir une passion ou être doué dans un art et en fait, une fois arrivés dans le milieu professionnel, ils se rendent compte que c'est plus difficile qu'ils ne le pensent. C'est difficile... Je pourrais dire accrochez-vous à vos rêves, vous allez y arriver. C'est la phrase qu'on entend, qu'on n'arrête pas d'entendre, mais quand on se rend compte qu'en fait on n'y arrive pas et qu'on s'est accroché pendant des années à son rêve, la chute est difficile, très difficile. En tout cas, si je dois donner des conseils pour la photographie animalière ou être dans la réalisation de documentaires animaliers, le plus important c'est de se créer sa propre patte, sa propre signature visuelle. Mais aussi de respecter une philosophie, une éthique du photographe animalier. Après, chacun place son éthique là où il le souhaite, mais le photographe animalier, le réalisateur de documentaires animaliers, il a déjà la chance d'aller dans des écosystèmes exceptionnels, mais il est aussi l'ambassadeur de ce qu'il voit. Quand il se rend dans une région du monde où les rhinocéros sont massacrés pour leurs cornes, où les gorilles des plaines sont tués pour leur viande, eh ben, il a un rôle de sensibilisation et il doit partager à une plus grande communauté ce qu'il a vu et comment endiguer le braconnage, comment endiguer le trafic d'animaux exotiques. Et ça, c'est l'un des rôles du photographe animalier. Donc, le conseil, c'est ça, c'est se créer un style pour que quand on voit une photo de Jean-Pierre Dupont, Vincent Munier ou Kyriakos Kaziras, qui sont des grands noms de la photographie animalière, quand on voit une de leurs photos, on se dit ça c'est du Kaziras, ça c'est du Munier. Moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes photos, je sais pas si j'y arrive. Mais tu sais que ce que tu dis là, effectivement tu parles par rapport à ton métier, mais je pense qu'avoir sa propre patte, peu importe le métier que l'on a, en tout cas qui est dans la créativité, ça demande peut-être d'être dans sa propre unicité. Je m'en suis pas forcément rendu compte, mais souvent on me dit que j'ai une patte personnelle dans mon podcast. J'ai pas fait exprès, mais par contre je suis moi-même, tu vois. Ouais, c'est une forme d'authenticité. Et toi, t'as ta propre authenticité. Je sais que tes photos, tu souhaites qu'elles soient très peu retouchées. C'est reproduire la réalité au plus près de ce que toi t'as vu, mais pas déformer les couleurs ou donc il y a une forme en tout cas d'aller chercher toi aussi l'authenticité dans tes photos quelque part. Tout à fait. De toute manière, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, quelqu'un qui triche, on le voit tout de suite. Et ça peut marcher, sa crédibilité, son succès peut marcher le temps de quelques mois, voire une année, mais très vite ensuite les gens soit se lassent, soit se rendent compte de la supercherie. Mais c'est toujours pareil, où est-ce que tu mets l'éthique, où est-ce que tu mets le mensonge, c'est très difficile tout ça. Ouais. Toi, enfin pour ma part, quand je t'ai vu, ce qui m'a plu justement, c'était de voir cette forme d'authenticité. C'est un truc qui m'a touché. C'est une amie qui m'avait parlé de toi, aimant le voyage et aimant les animaux. Je sais plus comment elle m'avait dit ça, mais en gros, elle m'avait parlé de toi. Et quand j'ai découvert ton compte, j'ai vu quelqu'un de vrai, quelqu'un de sensible. Je l'ai découvert par la suite que ça allait justement au-delà. Tu parlais du braconnage et c'est quelque chose qui m'a vachement touché.
Sûrement parce que je ne comprends pas comment on peut faire du mal aux animaux. C'est un truc, des fois, j'ai plus de sensibilité pour les animaux que j'en ai pour les êtres humains. Ça, je l'explique pas. Je pense qu'il y a même pas. Enfin voilà, c'est une sensibilité qui est vraiment personnelle. J'ai perdu mon chat il y a 1 an et demi. J'ai vécu 14 ans avec elle et tu vois, j'avais créé un lien. Alors, non, j'aime pas dire ça, ce serait minimisé, mais c'était mon chat et j'ai vécu 14 ans avec elle. Et je sais que j'étais en interview de podcast en France et que à l'époque mon ex m'a appelé pour me dire faut que tu rentres. Elle était malade. On était sur la fin, mais on savait pas trop combien de temps ça allait durer. Et il m'avait dit faut que tu rentres parce que là je sens que ça va plus. Et en fait, elle a attendu que je rentre. Enfin, j'ai pris moi un des premiers trains. J'ai fait mon épisode de podcast le matin que j'ai avancé. J'ai pris le premier train pour rentrer de Lyon à Paris. Quand je suis arrivé, effectivement, elle allait pas bien. Je suis rentré. Après, il s'est passé un truc chelou parce que j'avais rencontré une médium pour animal la veille. Non, truc, ça n'arrive pas tous les jours. Que j'ai contacté. Enfin bref. Et une fois que je suis rentré, dans la demi-heure, elle partait comme si elle avait attendu. T'as le sentiment que les animaux sont bien plus que ce que l'on pourrait penser d'eux, que les gens qui n'ont pas justement d'empathie envers les animaux. T'as quel regard sur les animaux ? Alors, je vais ramener tout ça à quelque chose de vachement cartésien, donc je sais pas si ça va plaire à ce podcast qui fait de la numérologie. Mais bon, je vais y aller quand même, c'est le rôle du guide. Comme j'ai été guide pendant plusieurs années, j'ai eu la chance d'observer. Moi, parfois, je restais des jours à observer une famille de lions, juste à observer leurs mouvements. Et du coup, aujourd'hui, les lions, j'ai l'impression de comprendre ce qu'ils communiquent, quoi. Et je vais revenir à ta question après, ouais. Mais tu vois, il y a quelques semaines, j'étais au Rwanda dans le parc de l'Akagera et on cherchait les lions de l'Akagera. Pour la petite info, il y avait 7 lions en 2015 et aujourd'hui, il y en a 60 dans le parc de l'Akagera parce qu'il y a eu des très beaux efforts de conservation. Bref, on arrive devant une famille où il y a 5 lions et on arrive vers 14h, 15h et c'est vraiment une heure où les lions dorment parce que les lions dorment 19h à 20h sur 24. Donc pour les avoir en mouvement, il faut arriver à certaines heures bien précises. Donc je me dis, là ça sert à rien que je reste. Je sors même pas mon appareil photo, je pars, je les observe un peu, je vois qu'ils ont pas un gros ventre, je vois qu'ils sont plutôt alertes dès qu'il y a une antilope qui passe, tu vois, ils lèvent le museau, ils reniflent et tout. Mais je me dis, là il va rien se passer. Donc je repars dans mon camp et j'attends 16h, 17h, 17h30 et là l'air est en train de se rafraîchir, il n'y a pas de vent et je me dis c'est parfait pour les lions, là ils vont bouger. Je retourne à l'endroit où je les avais vus, ils avaient changé de buisson, donc on les cherche pendant 10-15 minutes, je vois quelques traces au sol, je les suis et là je vois la famille de lions qui était sous un buisson encore en train de dormir. Je vois les premiers étirements, les premiers bâillements. Je vois qu'il y en a qui se lèvent, qui font des câlins à d'autres, puis qui s'écroulent sur leurs sœurs et frères. Et là, je sais que ça va bouger. Et donc, j'attends 1h, 1h30. Je vois petit à petit le soleil qui est en train de se coucher. Du coup, il y a des reflets un peu argentés, dorés sur l'eau. Et ça n'a pas loupé. Dès que la température a diminué de 3-4 degrés, ils se sont tous mis à bouger. Et en fait, j'avais senti ça par la taille de leur ventre, le fait qu'il n'y ait pas de vent, parce que les félins n'aiment pas le vent, puisque c'est des animaux qui se déplacent grâce à leur odorat, et dès qu'il y a du vent, ils sont un peu perdus. Et vu la taille de leur ventre, je savais qu'ils allaient chasser. Donc rien qu'en observant un lion, je sais très bien ce qu'il va faire le reste de sa journée. Et ça n'a pas loupé, on a suivi les lions, ils étaient en train d'attaquer un troupeau de buffles, mais les buffles les ont vus tout de suite, donc les buffles se sont mis à les charger. Là, ils ont fait demi-tour comme si de rien n'était, parce que le lion est très prétentieux. Enfin, tous les chats sont très prétentieux. Donc dès qu'ils ont fait une boulette ou une connerie, genre un lion qui essaye de monter dans un arbre et qui se casse la gueule, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va regarder à droite à gauche pour voir si personne ne l'a vu, quoi. Les lions veulent rester très dignes à chaque fois, donc là ils avaient complètement loupé leur attaque, donc ils se sont fait des câlins, l'air de dire non mais c'était pour rire, hein, on s'en fiche de tout ça. Ouais. Puis après ils se sont mis à chasser pendant toute la nuit et on les a laissés tranquilles pour être sûr qu'ils attrapent une proie. Et voilà, donc tout ça pour te dire que les animaux, on arrive à les comprendre, on arrive enfin, du mieux qu'on peut grâce à l'observation.
Mais c'est le moment où tu te rends compte que tu connais bien les animaux qu'en fait tu t'aperçois que tu connais rien sur les animaux. Parce qu'ils sont entourés de mystères, ils sont entourés de secrets. Il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Un lion qui vit par exemple en Tanzanie ne ressemble pas à un lion qui vit en Namibie, qui ne ressemble pas à un lion qui vit dans le delta d'Okavango. Donc tous les animaux ont leurs caractéristiques par rapport à l'écosystème, l'environnement dans lequel ils vivent. C'est comme les humains. C'est exact, ça ressemble effectivement au comportement des humains. Et juste pour ramener par rapport à ta question, nous on est des mammifères. Donc si on se compare aux autres mammifères, tous les mammifères sont régis par leur sens. Et nous on est handicapés d'un sens par rapport à tous les autres mammifères, c'est l'odorat. Un chien a un odorat 1 million de fois plus développé que celui de l'humain. Par contre, on a une vue très bonne. On rivalise avec les grands primates ou avec certains oiseaux de proie. On a une ouïe plutôt bonne, je dirais dans la moyenne. On a un toucher excellent quand même avec nos doigts, tout ça. Mais par contre, on a un odorat pourri de chez pourri. Et en fait, quand on comprend ça, on se rend compte que les animaux ont sans doute un super pouvoir par rapport à nous. Puisque je suis persuadé que le stress a une odeur, que la peur a une odeur, que la tristesse a une odeur, que les maladies ont une odeur. Et que tout ça, les animaux le sentent. Et donc ça leur donne peut-être un pouvoir d'anticipation que nous, on n'a pas. Et ça, je pourrais te raconter plein de trucs, mais j'ai vu des choses dans la nature qui me le confirment. T'as un exemple ? Oui, alors je sais pas si en le racontant ça va, il y a un côté intéressant à le raconter, mais moi en tout cas ça me passionne. Ouais. Mais j'étais à un point d'eau le soir dans le parc national d'Etosha en Namibie, et c'est une région très sec où les animaux se regroupent au point d'eau pour survivre, quoi. Et il y avait un groupe de girafes, et je vois ces girafes un peu alertes. Il faisait nuit, hein. Le point d'eau était éclairé. Et puis au loin, on voit un rhinocéros approcher, puis un deuxième de l'autre côté. Et c'était deux mâles qui se voyaient sans doute pour la première fois. Et du coup, deux mâles rhinocéros qui se rencontrent, généralement pour des batailles un peu territoriales, ça se bat. Et donc là, ils se reniflent, ils se sentent, tout ça au milieu des girafes, tu vois. Et toutes les girafes se mettent à courir. Et 5 secondes après, les rhinocéros se rentrent dedans. Donc, il y a eu comme une sorte de... C'est mon interprétation, mais... Comme si les rhinocéros avaient dégagé une odeur d'hormones ou de transpiration ou je sais pas quoi, que les girafes ont senti et 4-5 secondes avant l'affrontement. Parce que deux rhinocéros qui s'affrontent, ça fait de la poussière partout, ça fait du bruit, ça peut être dangereux pour une girafe, tu vois, et c'est frêle petite patte, encore grande patte, mais du coup, je sais pas si j'ai réussi à retranscrire avec mes mots, mais c'était impressionnant. Tu me fais penser un peu à quand il y a eu le tsunami en Asie, où les animaux étaient remontés sur la colline. Exactement. Avaient senti ce truc, sentir en fait, un instinct. D'ailleurs, toi, tu prends des photos d'animaux. T'as le sentiment d'être instinctif et d'avoir de l'intuition pour être au bon moment, pour trouver la bonne photo. T'as l'impression, des fois, de faire des choses et tu te rends compte que c'est pas forcément très réfléchi et que c'est plus là, tu sens l'élan. Et qu'est-ce que t'en penses en regardant mes photos ? Est-ce que t'as l'impression que mes photos ont été prises d'une façon... Comment dire ? Bon, je vais te dire ce que j'ai en tête plutôt. En fait, mes photos s'appuient sur mon travail de guide et mes connaissances du monde animal. Donc, quand j'anticipe le mouvement d'un animal, je me place d'une certaine façon et j'attends que l'animal vienne vers moi ou se déplace à côté de moi, où j'anticipe un comportement de l'animal, ce qui va me permettre d'avoir, je crois, j'espère, la bonne photo. Et ça, c'est grâce à mes connaissances du monde animal. C'est aussi un conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent travailler dans l'image et la nature, l'animalier, c'est avant toute chose étudier son sujet pour être sûr déjà de faire des bonnes images, mais aussi pour être sûr de ne pas le déranger et pour être sûr d'être en sécurité. Parce que quand on s'approche d'éléphants, de gorilles, de lions, de tigres, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Mon ex est photographe, il est toujours, et il me disait toujours, quand on voyageait ensemble, des fois ça pouvait prendre du temps, parce qu'il disait l'une des qualités d'un photographe, c'est la patience pour prendre la photo. Et c'est vrai que je me suis vu des fois attendre très longtemps à un endroit, qu'un vélo passe, que quelqu'un passe, mais il y avait ce côté-là, donc je pense que ça peut jouer aussi. Au-delà, c'est effectivement la connaissance de l'environnement, du sujet. Mais je sais pas, j'aurais tendance à penser que tu as quand même un instinct qui est présent de par des risques que tu peux prendre aussi. J'imagine qu'il y a des risques dans ce que dans certaines expéditions que tu as pu faire. Oui, on essaye toujours de les éviter, de minimiser le risque, mais on travaille avec du vivant, on travaille avec des animaux dans des milieux naturels sauvages. Parfois, les animaux identifient la silhouette humaine comme un danger et donc vont essayer de se défendre face à ce danger. Donc oui, ça arrive parfois qu'il y ait des situations un peu chaudes, quoi. Ouais. Mais encore une fois, avec le travail, avec mon expérience de guide, j'essaye de ne pas me mettre en danger. Et quand je suis face à un danger, de réagir avec les bons comportements pour éviter un drame. J'espère. Je peux pas te dire qu'il y en aura jamais de drame, mais en tout cas, je fais tout pour qu'il y en ait pas, évidemment. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est vraiment découvrir des animaux menacés dans leur milieu naturel. Chercher pendant des jours et des jours un animal et le voir dans son état naturel, avec une belle lumière, c'est une émotion qui est restée intacte depuis mes 8 ans. Et pourquoi? C'est la rareté c'est la rareté du moment qui te... Sans doute, ouais. La rareté, la puissance. En fait, quand on est... C'est un guide qui m'avait expliqué ça. Quand on est en face de ces animaux, on revient à une peur très primitive. Il n'y a rien pour nous protéger. On est dans des voitures ouvertes. Parfois, on est même à pied. Et on sait qu'en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Un gorille, c'est... les scientifiques disent 10 fois la force d'un homme. Et pour moi, c'est 30-40 fois la force d'un homme. S'il décide de te tuer, il te tue. Il le fera pas. Mais s'il décide de te tuer, il te tue. Et il y a aussi une forme d'adrénaline qui est là et qui me plaît. Mais c'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est de découvrir ces animaux, de les prendre en photo, de ramener des belles photos et de partager ce que j'ai vu et de sensibiliser à certains enjeux environnementaux. Ça me plaît. Ça a du sens, en tout cas, dans mon travail. Comment tu arrives justement à... Enfin, pour toi, quelle est la solution pour préserver les animaux? T'as 2 heures. Il y a, disons qu'il y a chaque enjeu, chaque problème a sa ou ses solutions. Tu vois, par exemple, limiter le trafic d'animaux exotiques demande des lois, demande plus largement des solutions qui ne sont pas les mêmes que limiter, par exemple, le braconnage de subsistance ou éviter la déforestation. Donc chaque enjeu a ses propres solutions. Et ça dépend. Par exemple, tu vois, le braconnage de subsistance, ce sont ces hommes et ces femmes qui vivent dans les forêts, les pygmées par exemple, qui vivent dans le bassin du Congo, qui est un écosystème fantastique avec des éléphants, des forêts, avec des gorilles des plaines, avec des chimpanzés, des mandrilles, enfin une faune magnifique, même des léopards. Et cet écosystème, il est en danger pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'on a des populations autochtones qui vivent dans ces forêts depuis des millénaires et qui, en fait, se chassent, pêchent dans ces régions pour se nourrir. Et donc, comment tu expliques à ces gens qu'en fait, en tuant une espèce, ils limitent... en fait, ils sont en train de faire disparaître un animal emblématique de notre planète, parce que ces gens-là ont besoin de se nourrir. Ces gens-là ont cette tradition depuis très longtemps. Donc il faut trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent. L'agriculture responsable, par exemple, ou l'écotourisme, en se servant des connaissances des anciens braconniers
pour guider des scientifiques ou des touristes à la recherche de ces animaux, ben, tu crées une richesse, tu fais de l'animal une matière première finalement, même si le terme n'est pas très joli, mais du coup ce qui fait que l'ancien braconnier il va se dire bah non, avant j'étais dans l'illégalité en tuant des animaux, maintenant les animaux me rapportent de l'argent, du coup je vais tout faire pour les préserver. Et c'est pas utopique, hein, c'est quelque chose qui marche au Rwanda et en Ouganda, ils ont sauvé leurs gorilles des montagnes grâce à ça. Il y en avait 200 dans les années 60, aujourd'hui il y en a plus de 1000. Les rhinos noirs ont été sauvés grâce à ça aussi. C'est changer les croyances. Enfin, j'ai le sentiment en fait, le monde est fait de croyances liées aux cultures. Par exemple, en Inde, les vaches sont considérées comme des dieux. Hein, donc il y en a. Finalement, on n'y touche pas. Et en fait, chaque pays a ses croyances et c'est vrai que je te posais la question, mais c'est très dur d'y répondre parce que quelque part, ça touche à des années et des siècles de fonctionnement liés à chaque. Je trouve que c'est d'une complexité effectivement énorme. Et là, on voit de toute façon qu'il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est quand même des choses qui évoluent au fil du temps, comme tu peux le dire là. Toi, c'est quoi ta plus belle expérience? Avec les animaux? Ouais, dans les voyages que tu as pu faire, qu'est-ce qui a été peut-être la chose qui t'a le plus marqué? Pas facile, hein, parce que j'ai des sacrés souvenirs. Chaque souvenir, chaque rencontre avec un animal apporte une émotion différente. Tu vois, quand je suis allé voir les ours polaires dans le nord du Canada, on s'interroge beaucoup. On est dans une région où il fait moins 20, moins 25 degrés. On est dans vraiment une sorte de désert de glace avec un ciel un peu violet, pourpre. Et on essaye de couvrir le moindre centimètre de notre peau pour éviter que ça gèle et que ça fasse mal. Et on voit ces énormes masses blanches qui se dirigent vers on ne sait quoi d'ailleurs dans ce désert, qui déambulent tranquillement et qui sont à la recherche de fraîcheur, alors que nous on fait tout pour rechercher la chaleur. Donc ça, quand on voit ces animaux, on s'interroge et c'est une émotion. On est impressionné quand on entend le chant d'un loup à quelques centimètres qui est capable de sortir une note d'une justesse qui rendrait jaloux tous les candidats de The Voice. On est impressionné, on est ému presque. Quand on croise le regard avec un gorille des montagnes, un animal qui partage 98% d'ADN commun avec nous, c'est des souvenirs inoubliables. On s'endort avec le regard de ce dos argenté. T'as des photos incroyables aussi avec les chimpanzés. Ouais. On dirait même pas des animaux quand on les voit. On les voit, je sais pas si t'étais avec un guide ou enfin, on dirait des enfants, on dirait des humains en fait. Oui, alors ça dépend, je sais pas quelles sont les photos que tu as vues, mais... Sur ton site. Ouais. Alors, je suis allé voir des chimpanzés 100% sauvages en Ouganda, au Rwanda également. Et puis, j'ai vécu... parce que c'est bien de préciser quand on voit des animaux dans des centres de réintroduction, parce qu'il y a certains photographes animaliers qui font des photos dans des zoos et qui mettent pris en Afrique du Sud. Ah oui, mais ça existe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc là, par exemple, alors moi, c'était pas dans un zoo, c'était vraiment au Cameroun, mais c'était dans un centre de réintroduction. C'est-à-dire que tous les chimpanzés qui ont été capturés pour du trafic d'animaux exotiques pour ensuite les vendre à des riches familles pour animaux de compagnie, une fois que des gardes forestiers mettent la main sur ces chimpanzés, puisque c'est illégal de faire ça, ils les amènent dans une sorte d'orphelinat à chimpanzés. Mais cet orphelinat, si tu veux, c'est une forêt qui fait des hectares et des hectares et des hectares. Donc, ils sont pratiquement en liberté. Et en fait, ils essayent de reconstruire des familles avec ces chimpanzés rescapés. Donc, quand les chimpanzés sont encore petits, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 10 ans, ils essayent de recréer un clan, recréer une famille. Et une fois qu'ils sont adultes, ils les mettent sur des îles qui sont immenses, qui font des dizaines et des dizaines d'hectares, où ils peuvent revivre leur vie de chimpanzé. Donc ils s'alimentent par eux-mêmes. Alors évidemment, les babysitters, enfin les soigneurs, les rangers les observent pour voir s'il n'y en a pas un qui a un problème qui pourrait affecter le reste de la colonie. Mais c'est une vraie réussite de réintroduction à l'état naturel. Et en fait, le fait qu'ils soient sur une île empêche, en tout cas limite, les braconniers.
Et ça fonctionne très bien. Et effectivement, je me suis rendu dans cet orphelinat, je suis allé voir les bébés chimpanzés, on m'a dit on va voir les bébés, donc je m'attendais vraiment à voir des petits trucs tout mignons, et là on arrive genre au milieu de la jungle, il y a le soigneur qui pousse un cri genre ouh ouh ouh, et là je vois les branches bouger de partout et je vois des trucs mais énormes qui avaient effectivement 7-8 ans arriver vers moi, se mettre à mes pieds et tendre les bras comme ça. Et moi je demande au guide, mais il fait quoi là? Il veut que tu lui dises bonjour. Donc je me suis mis à faire un câlin à un chimpanzé et tous sont venus après, donc je faisais des câlins à tous les chimpanzés. Et après, comme tu dis, on oublie que c'est des animaux, ils restent à côté de toi, ils défont tes lacets de chaussures, ils les refont, ils montent sur tes épaules pour se déplacer. Et en fait tu te dis que ces animaux-là qui ont vécu l'horreur, ils n'ont pas de porte-parole parce qu'ils ne parlent pas. Donc qui va alerter le monde sur le braconnage? Qui va dire au monde entier cet animal qui est comme nous? Parce qu'à part le fait d'avoir beaucoup de poils et qu'ils ne parlent pas, ils sont comme nous, ils pensent comme nous. Leurs familles se font massacrer en fait. Leur population est en train de diminuer. Donc il faut que des gens en parlent. Et donc le soigneur, mais aussi le conservateur, le scientifique, le réalisateur, le photographe peut être un de ces ambassadeurs et aller sur un podcast comme le tien ou aller sur les plateaux télé pour parler de tout ça. C'est un peu pour ça que je te parlais tout à l'heure du regard sur les animaux et de la sensibilité que j'ai pour les animaux, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont bien plus que ça et que ça demande qu'ils soient protégés, et en tout cas que, tu vois, peut-être dans un monde utopique où moi j'aimerais que tout le monde s'entende dans ce monde, tu vois, et je ne comprends pas comment on peut aller les uns contre les autres. Alors déjà en tant qu'humain, mais aussi en tant que avec les animaux. Et c'est vrai que avec ce que tu racontes, je trouve que ça permet de sensibiliser aussi. Toi, comme je te disais, je t'ai fait ta numérologie. Ah oui, j'ai hâte. Après, encore une fois, là, comme je te l'avais dit d'ailleurs, un thème numérologique, ça prend 2 heures. Donc là, ça va pas te donner non plus... ça va te donner les bases, vraiment les deux choses qui sont pour toi normalement essentielles à nourrir pour te sentir aligné. Et c'était drôle, en fait. Parce qu'il y a ta date de naissance sur ton site, donc c'est vrai que ça n'a pas été trop compliqué. T'as quel âge, là? 30 ans, depuis quelques jours. 94. Ouais, c'est ça. Ouais. En mars. 2 mars. Le 2 mars. Ouais. Petit poisson. Et en gros, t'as du 5 en numérologie. D'accord. Et le 5, c'est la liberté, l'archétype. Tu vois, un peu si on doit trouver une signification au 5, c'est la liberté. Et c'est le 5 a besoin d'aller sur des nouveaux chemins. Il a besoin d'innover. Le 5 est passionné en général par le voyage. Il ne supporte pas la routine. Il a besoin que ça bouge dans tous les sens. C'est potentiellement un numéro qui est incompris parce qu'il ne prend pas les chemins que les gens prennent habituellement. Et justement, il est dans cette forme d'innovation. Et le 5 a de l'énergie. Voilà, en gros, tu vois, dans l'idée, j'ai l'impression que ça te ressemble. Oui, a priori, oui. Tu t'es senti différent, toi, quand tu étais plus jeune? Quand j'étais petit, donc en primaire, et que ma mère prenait rendez-vous avec mon professeur, mon instituteur, l'instituteur disait toujours ah Mathieu, Mathieu il est dans son monde, hein. Parce que je crois que petit, j'avais besoin de me créer mes histoires dans ma tête. Moi, à la base, je viens de la banlieue parisienne. Donc, c'est la banlieue molle dans le 91. Banlieue molle. La banlieue molle. Bonjour à tous les amis du 91. Verrières-le-Buisson représente, on est là. Oui, en fait, la banlieue molle, c'est cette banlieue où, pour aller au cinéma, tu dois faire 1h15 voire 1h30 de transport pour aller au théâtre quand il y a quelque chose d'intéressant au théâtre. Oui, parce que le cinéma, je t'ai pas dit, mais au moment où t'as, je sais pas, le dernier Spider-Man qui sort dans ton cinéma, il est déjà sorti depuis 6 mois à Paris, tu vois. Donc voilà, c'est ça aussi, la banlieue molle. Les théâtres sont loin, enfin il n'y a pas vraiment même si ça change de plus en plus, mais d'effervescence culturelle. Et du coup, c'est un peu une zone d'ennui. Mais l'ennui, c'est pas mauvais. L'ennui, c'est très bon pour l'imagination et pour la créativité. Et cette imagination et cette créativité, on te l'apprend pas à l'école de la République. On t'apprend à retenir
mais on t'apprend pas à créer. Et en fait, on se rend compte que, et ça va être de plus en plus le cas avec l'arrivée des nouvelles technologies de ChatGPT et compagnie, c'est que de plus en plus, on va avoir besoin de créatifs dans notre monde. Et l'école n'est pas prête à créer des créatifs. Et donc, c'est là où... mais tu regardes même les créatifs de notre époque. Je sais pas, tu prends Alain Chabat, il a vécu à Massy Palaiseau. Je sais pas si c'est des références, mais Arthur, Elise Moon, tout ça, c'est des gens qui viennent de la banlieue molle. Et parce que c'est exactement d'où je viens, hein, Massy Palaiseau, Antony, Verrières, c'est Jean-Luc Delarue que tu connais. Ouais. Jean-Luc Delarue, je crois qu'il venait d'Antony. Donc on est vraiment dans cette région où on s'emmerde, mais ça crée quelque chose, j'en suis sûr. Je pense qu'il n'y a pas que ce département, en tout cas. Oui, tu vois, bien pour, sûr. Je parle de la banlieue. C'est vrai que pour être breton et avoir un peu vécu au milieu des champs lors de ma jeunesse, fils unique, je me suis quand même beaucoup ennuyé, mais je pense que c'est positif. Effectivement, cet ennui. Oui, mais alors la différence entre la province et la banlieue, c'est que nous, on a l'appel de Paris. C'est que nous, en fait, on a le RER qui nous emmène à Paris. Mais le RER nous empêche enfin, il nous amène à Paris, mais on doit terminer nos soirées à minuit, parce que le dernier RER B, il est à minuit 30, tu vois. Mais tout ça, c'est fascinant. Sociologiquement, j'adore en parler. Mais il y a un truc, si tu veux, qui nous sépare du Parisien, c'est ce fucking RER. Et nous, c'est le noctilien, pour revenir. Le noctilien, c'était... non, on s'éloigne énormément du sujet, mais j'ai des souvenirs du noctilien où tu serrais les fesses, tu t'étais dans un coin du bus pour pas te faire racketter. Non, et ça, tout ça, ça crée forcément une façon de penser, une façon d'imaginer, une façon de créer, qui est... voilà, que j'aime. Voilà, on se reconnaît. En tout cas, au niveau du 5, ça te parle sur la partie voyage, aller sur des nouveaux sentiers, innover. Tu n'aimes pas la routine ? Non, j'aime pas la routine. Ouais, c'est vraiment propre. Pas du tout la routine. Ouais, c'est même mon angoisse. Pourquoi ? En fait, je sais pas, mais j'ai peur de l'ennui, même si j'adorais l'ennui quand j'étais plus jeune. Là, j'ai tout le temps envie de faire des choses différentes et j'essaye de stimuler, de me stimuler à travers différentes activités. Là, je suis en train d'écrire un dossier pour postuler à une bourse de National Geographic, donc sur du média papier, ce que j'ai jamais fait auparavant. J'étais plutôt sur du digital. J'essaye de proposer des projets à des plateformes, tu vois. Enfin, j'essaye vraiment d'aller sur différents médias. Est-ce que c'est pas parce que tu as trouvé ta voie que justement t'es dans l'action? Est-ce que justement t'as plus besoin d'ennui quelque part? Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux créer. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'à un moment donné t'es aussi dans cette action? Est-ce que quand on n'est pas aligné avec qui on est et ce qu'on veut, bah c'est pas beaucoup plus simple de passer à l'action? Oui, sans doute. Faut pas oublier aussi que, je sais pas pour toi, mais les créateurs de contenu vivent aussi des desiderata de l'algorithme et des réseaux sociaux. Et si aujourd'hui ça se passe bien pour moi, dans quelques mois, Meta peut décider que les animaux, l'environnement, c'est plus intéressant. Et j'aurais beau faire des super contenus, personne ne les verra. Et ma valeur ajoutée sera réduite à rien du tout. Ouais. Donc il y a aussi ce truc de profitons tant que ça existe, tant que c'est là, parce que tout ça est éphémère, j'en suis sûr. Ce qui n'est pas éphémère, c'est les animaux, enfin les écosystèmes, la biodiversité, elle sera là, elle va évidemment évoluer avec les problèmes environnementaux que notre planète rencontre et va rencontrer, mais ça sera là, Je t'ai pas dit ton deuxième nombre. Ah pardon. Le deuxième nombre. Mais pourquoi le 5 ? C'est le jour et mois de naissance. D'accord. Donc 3 plus 2. Ouais. Okay. Très bien, exactement. Et ensuite, c'est la date complète, donc avec 1994. Et donc là, on arrive sur un 1. Le nombre 1. Et le nombre 1, c'est... Oui, parce qu'on réduit, évidemment. Ah oui, on réduit, évidemment, que ta date de naissance, plus on arrive sur un nombre beaucoup plus grand, mais on réduit pour arriver entre 1 et 9. Oui, je comprends. En gros, c'est ça l'idée.
Et le 1, il est autonome, il est indépendant, il aime diriger, c'est une locomotive. L'archétype, c'est l'action et c'est le père. C'est vraiment celui qui est dans l'action. Il est indépendant, le 1, dans sa manière de faire les choses. En général, il déteste travailler pour quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre le dirige. Il aime, lui, avoir ses propres idées, aller au bout de ses actions. Et ce qui pourrait être le pire pour un 1, c'est justement s'il n'est pas dans cette dynamique-là, il va procrastiner, il va être incapable d'agir et il va rester dans une forme d'immobilisme, alors que c'est tout le contraire qui lui convient, c'est dans cette action. Donc en ayant du 1 et du 5, on est vraiment sur l'indépendance, sur la liberté, sur l'envie d'aller sur des nouveaux chemins avec ton 5, mais aussi cette idée, en tout cas, de mener ta barque presque avec toi-même. Et c'est ce que tu fais. À fond. Ouais, non, c'est très juste. Je sais pas, après, c'est super intéressant déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça. Mais si ça avait été le 2, le 3, le 4, peut-être que je me serais retrouvé, tu vois, dans une description. Oui, là, on va pas faire tous les nombres un par un, tu vois. Non, par contre, le 7, moi, ça m'intéresse, parce que j'adore ce chiffre. Le 7, c'est la quête de sens. Le 7 a un besoin d'avoir du sens dans sa vie. Okay. Il a des remises en question, il est très cérébral. Le 7, c'est le grand-père en archétype. C'est le cérébral, il réfléchit, il pense, il étudie. Il a besoin de comprendre, il a besoin de tout méditer, tout étudier. D'accord. Il est vraiment là-dedans, c'est quelqu'un qui est dans sa tête. C'est un peu un sage, quelque part. Et donc, en tant que bon sage, il a besoin que de cet apprentissage lui permette de mettre du sens dans tout ce qu'il fait. Et toi, tu es quoi ? Moi, j'ai du 3. Et le 3, c'est l'archétype, c'est l'enfant, c'est multi-projet, essayer plein de choses, c'est faire les choses qui sont dans la joie, et c'est être multicasquette, c'est faire plein de choses. On en a un peu discuté avant, mais tu vois, je fais du podcast, je suis journaliste, je fais de l'immobilier, je fais de la numérologie, j'ai fait de la musique, je voyage. Je peux pas passer une année, en fait, sans avoir 10 000 projets. Là où j'ai des amis, ils sont quand même assez focus sur leur truc. J'ai un besoin de créativité et de lien qui est propre au 3, et le 9 qui est une hypersensibilité au service du monde. C'est pour ça que j'ai une sorte de sensibilité envers les animaux, envers des causes qui me touchent énormément. Et en tant que 9, j'aime bien être dans la lumière et être sur scène. D'accord. Et briller. Ok, très bien. On s'écarte. Non, mais c'est intéressant. Toi, c'est quoi le plus gros challenge que t'aies surmonté dans ta vie? Bon, alors, il y a eu celui de ma famille quand même, qui voulait pas que je sois photographe animalier, alors que moi je savais rien faire d'autre en vrai. Enfin, comment dire, c'était vraiment ce qui m'animait. Je voulais vraiment faire ça depuis tout petit. C'était vraiment, je sentais que c'était ça qui allait me rendre heureux. Et j'avais beau essayer de leur expliquer. Ouais, pour eux, ils pensaient que c'était un hobby, quoi. Donc ça, essayer de les convaincre, essayer de leur montrer l'écosystème financier qu'il y a derrière le digital, la production audiovisuelle, ça a été un vrai challenge. Et je crois les avoir convaincus grâce à des expositions, des vernissages. Tu vois, par exemple, j'ai exposé dans un monument historique de la ville de Paris, dans les serres tropicales d'Auteuil. Donc, c'est super ce que t'as fait. Ah, t'as regardé, ouais. Ça fait plaisir, merci. Je me suis renseigné avant de t'avoir. Merci. C'est cool, c'est sympa. Non, mais c'était top. Et effectivement, lors du vernissage, il y avait du beau monde, quoi. Il y avait des politiques, des ambassadeurs, et j'avais invité mes parents. Donc là, ils se sont dit, oui, on se rend compte qu'il y a quelque chose, quoi. Et puis l'exposition a très bien marché, a très très bien marché. Puis j'ai fait une avant-première au Grand Rex avec un YouTuber. Donc là, pareil, on a rempli une salle, et ça, c'est du concret, tu vois. Avec qui ? Avec Cyril MP4. Ok. On était allé en Namibie pour suivre les éléphants du désert, et on a sorti une vidéo qui dure 1 heure. Et on a fait l'avant-première effectivement au Grand Rex, et il y avait on a rempli la salle, et il y avait mes parents, et donc ils se sont rendus compte qu'effectivement on pouvait toucher des gens à travers des vidéos. Tu sais, c'est pour des gens mes parents sont dans le médical, donc pour des gens qui sont dans le médical, je comprends que ça soit étonnant. Le système des annonceurs, des pubs à la télévision, si tu maîtrises pas, tu sais pas comment un programme est financé, tu vois. Donc tout ça, il a fallu leur expliquer. Donc ça a été un gros challenge, un gros défi. Quel regard ils ont sur ton métier aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça va bien, puisque même c'est eux qui me disent « Ah, t'as vu, t'as atteint les 200 000 followers. Ah, t'as vu, ta vidéo, elle a fait 400 000 vues. » Donc, oui, là, j'ai sorti un documentaire, La Montagne au Lion, et on a atteint les 100 000 vues sur YouTube il y a quelques jours. Donc, je suis super content. Et c'est eux qui m'ont dit « Ah, t'as atteint les 100 000 vues, faut qu'on fasse ça. » Donc, c'est trop bien maintenant. Ils se sont pris au jeu, effectivement, des followers et du nombre de vues. Puis on retrouve aussi justement cette authenticité dans ce documentaire. Encore une fois, je trouve que ce que tu incarnes, pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube, on est dans une forme d'intimité avec toi, j'ai l'impression, qui est dans cette recherche de trouver ces lions. Enfin, moi je trouve ça passionnant. Oui, certes, j'aime les animaux, j'aime le voyage, mais je pense que ça permet une ouverture sur le monde, en tout cas. Je peux faire une petite parenthèse là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, le documentaire animalier, depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis, je sais pas, disons une 50aine d'années, ça se trouve ça existe depuis plus longtemps, le genre, le storytelling n'a pas changé. C'est-à-dire que la plupart du temps, la grande majorité du temps, ce sont des images d'animaux qui se succèdent avec une voix off derrière. L'évolution de ce genre s'est faite grâce aux nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un drone, on arrive à faire des plans plus impressionnants. Grâce aux objectifs photo ou vidéo, on arrive à avoir un détail, un piqué, un zoom époustouflant, presque immersif. Mais le storytelling reste le même. Une voix off, souvent David Attenborough, qui est le pape du documentaire animalier et qui maintenant diffuse sur Netflix. C'est toujours la même chose. Et moi, ce qui m'intéressait, à mon petit niveau hein, évidemment, c'est de créer un nouveau storytelling, une nouvelle façon de raconter la faune. Et en fait, moi, ce qui m'excite le plus dans mes voyages animaliers, c'est de chercher l'animal. C'est presque autant intéressant que de le voir. Parce que quand on suit les traces de pattes, quand on entend le bruit du rugissement, quand on devine une silhouette derrière les hautes herbes, ça donne des frissons, le cœur bat beaucoup plus vite. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ce documentaire, La Montagne au Lion, qu'on puisse se rendre compte de ce qu'est une traque, j'aime pas beaucoup le mot, mais de pister un animal dans son milieu naturel. Et que c'est pas facile. Et que parfois, ça prend des jours et des jours. Puis il se trouve que voilà, dans ce documentaire, bon, je spoile pas trop, mais on a eu la chance de vivre une sorte de Game of Thrones des lions, quoi. Donc ça, c'était extraordinaire. Pour ceux qui veulent aller le voir, c'est sur ta chaîne YouTube, Mathieu Courdès, si je prononce bien. Tout à fait. Parfait. Toi, aujourd'hui, tu te vois où dans 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie? Pas une famille. C'est pas l'objectif du tout, mais ça va peut-être changer. Moi, j'aimerais bien produire et réaliser des films avec une équipe et diffuser au plus grand nombre, quoi. Disney, Netflix, Amazon, France Télévisions. J'ai plein d'idées. Je crois, ça fait quand même 22 ans que je fais des safaris. Donc même si j'ai 30 ans, je connais bien la savane et je crois, et puis pas seulement, là, les jungles, la toundra maintenant. Donc je pense savoir raconter une histoire. Je sais comment. J'ai l'impression de faire mon CV là et d'être face à un directeur des programmes, mais tu me l'achètes après à la fin du podcast. Non mais je pense que maintenant j'ai une petite expertise pour je l'espère raconter des belles histoires et j'aimerais bien raconter les plus belles histoires possibles tout en sensibilisant à certains enjeux environnementaux. Justement, en connaissant le monde sous notre regard, quelque part, en connaissant notre population, notre culture, les animaux, la nature. Je sais que c'est peut-être pas forcément ton domaine et t'as peut-être pas une sensibilité, mais aurais-tu une forme de spiritualité dans ta vie? Est-ce que tu peux préciser un peu la question? Est-ce que tu aurais une croyance qu'il y a quelque chose de plus grand sur cette terre, une énergie? Après, la spiritualité, c'est très vague. La spiritualité, c'est l'invisible. Est-ce que tu penses qu'il y a... Après, je sais pas, parce que ça va être par mon prisme. Moi, j'ai le sentiment... Si tu veux, j'ai le sentiment que la planète est incroyable. Pour moi, j'ai du mal à comprendre comment on vit sur une planète où il y a un écosystème, où tout s'articule. L'homme ne serait pas là, tout ça meurt, ça vit, ça naît.
on est au milieu d'une galaxie où il y a une lune, il y a un soleil, ça tourne, il y a des marées. Ça me paraît complètement dingue et j'aurais tendance à croire en une énergie beaucoup plus grande qui peut avoir un impact sur nous, tout comme la lune a un impact sur les marées, par exemple. Pour moi, il y a des choses, des fois c'est pas du hasard, des fois j'aurais tendance à croire aux signes qui dans la vie. Enfin voilà, ça je te parle de ma propre spiritualité. C'est pas pour autant que j'ai une croyance religieuse, j'en ai pas. C'est pas pour autant que je me considère totalement perché dans un truc un peu des trucs chelous. Mais j'ai une croyance en tout cas sur qu'on n'est peut-être pas seul, qu'il y a quelque chose qui nous entoure. Bon voilà, je t'ai perdu. Je réfléchissais à ma réponse pendant ta question. Mais je sais pas si ma réponse va te convenir. Mais bon, moi je crois en la force de la nature et dans sa capacité de résilience. Je crois moins à l'être humain. Je suis un peu défaitiste sur la capacité de l'être humain à sauver notre planète. C'est un grand tout, hein. C'est pas seulement les Français, c'est vraiment le monde entier qui vit à différents niveaux de développement et ça va être dur de rassembler tout ce monde derrière une cause commune. Mais en tout cas, je crois en la nature. Je pense que, et ça s'est déjà montré, si on arrive à l'aider un tout petit peu, si on arrive à être ce tremplin, elle après elle fera le taf. Ça je le sais, mais ça je le sais, j'en suis sûr. Ça j'ai vu des animaux qui doivent boire normalement 180 litres d'eau par jour, à savoir les éléphants, changer de région à cause du braconnage et accepter de ne plus boire pendant 3-4 jours. Les éléphants du désert en Namibie. Alors on ne sait pas s'ils ont quitté à cause d'une guerre, du braconnage ou en suivant les lits de rivière, mais les animaux s'adaptent. Ça les fait chier, j'imagine. Ouais. Mais en tout cas, ils ont une force d'adaptation extraordinaire. C'est à nous de les accompagner dans toutes les transformations qu'il va y avoir dans les années à venir, dans les décennies à venir. À la fois, je suis négatif pessimiste sur ce que l'homme peut créer, et à la fois, je sais qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui ont décidé de vouer leur vie à protéger notre patrimoine naturel. Et moi, je crois beaucoup en eux aussi. À leur autorité, à leur intelligence, à leur côté, je pense forcément à des profils que j'ai rencontrés, hein, à leur côté très militaire, et on déconne pas avec eux, mais parce qu'ils savent qu'ils sont au service d'une cause importante. Moi, je crois en ces gens. Mais ils sont peu, trop peu. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? C'est dur comme question parce que ça amène forcément à de la prétention. Non, alors attention, cette question n'est pas du tout n'est pas du tout dans le côté prétentieux. C'est toi, qu'est-ce que t'as osé de plus grand personnellement ? J'ai mangé un yaourt, il était pourri depuis un jour. Ça, c'est... Non, en vrai, je sais pas. Vas-y, alors, détaille la question. L'année dernière, pour te donner une idée, moi, ce que j'ai osé de plus grand, c'est pas d'avoir chanté à l'Olympia. Oh, waouh, incroyable. Je le dis pas souvent dans le podcast, mais c'est pas d'avoir le vrai Olympia ou le petit Olympia ? Non, le vrai Olympia. Wow, incroyable. C'était quoi, une première partie ? C'était dans une comédie musicale à 22 ans. Incroyable. Ouais. Génial. Avec mon solo, et c'est même mon solo qui a fait le qu'on appelle ça, tu sais, à la fin, quand c'est terminé, on rappelait les artistes pour une chanson, et c'était mon solo. Non, j'ai vraiment... Et c'était quoi comme chanson ? C'était une chanson sur la Bretagne, une comédie musicale sur la Bretagne. Ok. C'était autour de la Bretagne. Il y avait Nolwenn Leroy ? Non, non, à l'époque, elle n'existait pas. Tu sais, Et donc je peux, tu sais, c'est pas être parti en Inde faire de l'humanitaire, c'est pas ça. Mais l'année dernière, ce que j'ai osé le plus grand, et ce qui a été pour moi le plus dur, ça a été d'avoir une conversation avec mon ex, parce que ça n'allait plus. Et j'ai passé 9 ans, pas 9 ans, heureusement, pas 9 ans, mais à un moment donné, c'était pour moi ça qui était franchement, ça m'a demandé un courage de pouvoir un jour lui dire, quand il m'a dit, tiens, on peut regarder ça en replay, en soirée,
une routine que tu détesterais dans l'idée, et de lui dire non, il faut qu'on parle. Et ça, pour moi, tu vois, c'est pas en fait briller aux yeux des autres. Pour moi, ça c'est pas oser, ça a été quelque chose de beaucoup plus personnel. Et donc ma question, c'est un peu qu'est-ce que t'as osé de plus grand? C'est qu'est-ce qui t'a demandé finalement d'aller au-delà de tes peurs? Les gens peuvent bugger sur cette question qui me paraît pas compliquée, mais je suis étonné que les gens souvent ont pas une fluidité à y répondre. Il y a ceux qui y répondent, et je sais que des fois ils répondent à côté parce qu'ils répondent avec un automatisme de je vais montrer ce que je suis capable de faire. Ah ouais, c'est ça le problème. Et des fois, t'as des gens, par contre, qui sont beaucoup plus subtils, et en fait, ils ont réalisé des trucs incroyables, mais on sent que ce qui les a challengés dans leur vie a quand même été sur quelque chose de beaucoup plus intime, quelque part. Ouais, mais voilà. Mais après, j'ai quelque chose en tête, mais c'est ma vie personnelle, tu vois. Ouais. Et j'ai pas forcément envie d'en parler dans un podcast. En fait, tu sais, sur les créateurs de contenu, les youtubeurs, tout ça, ils ont besoin d'un fort engagement de leur communauté. Et ils sont prêts à donner beaucoup d'eux-mêmes, de leurs émotions, tout ça. Et c'est peut-être ce qui me fixe un plafond de verre, c'est que y a le Mathieu qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, toujours enjoué, parce que bon, c'est vrai, hein, je mens pas, hein, je suis très content d'être dans la nature, mais je m'exprime pas comme je m'exprime là avec toi ou dans mes vidéos, comme je parle dans la rue, tu vois, je suis ou dans un bar, je suis moins souriant, je suis sans doute moins enthousiaste, et donc voilà, je protège aussi un pan de ma vie privée qui, je pense, n'est pas intéressante aussi, enfin qui n'intéresserait pas, je crois, hein, ceux qui me suivent, et parce que voilà, j'ai envie de garder ça pour moi, mais ouais, voilà. Ouais, mais alors je comprends totalement, et je comprends dans le sens que moi c'est un podcast qui est assez thérapeutique pour moi, parce que je raconte beaucoup de choses que je n'aurais jamais pensé un jour raconter, et je pense qu'on a tous des limites à certains moments. Moi, c'est un peu ma safe place, tu vois. Mais je pense que que tout le monde n'est pas prêt à raconter sa propre intimité, et ça me paraît normal. Oui, voilà. Et en plus, je pense que c'est vraiment pas intéressant. Et voilà. Enfin, mon anecdote n'est vraiment pas intéressante. Ok. C'est ce que je crois. Voilà. Je me posais la question, pourquoi tu vis encore en région parisienne alors que tu aimes tant le voyage et la nature? Eh ben, alors j'habite. Alors, j'ai fait mon enfance effectivement dans le 91 et le 92 à Verrières-le-Buisson et à Antony. Que tu nous as bien vendu. Non, mais j'aime profondément cette banlieue. Vraiment, je m'y sens, et j'y retourne tout le temps. J'ai plein de potes là-bas. Je me sens vraiment proche de la banlieue. Mais on a une identité de banlieusard. Et elle ressemble pas à mes potes maintenant qui sont parisiens, tu vois. Et vraiment, je me sens attaché à cette terre, quoi. Vraiment, vraiment. Et pourtant, c'est pas loin, à cette terre. On pourrait croire que je suis paysan. Mais non, je me sens vraiment proche. Non, j'aime la banlieue, mais je connais aussi ses limites, quoi. Non, maintenant, j'habite dans le 93, à Montreuil. Donc, je suis parisien, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment juste à côté. Il y a le métro. Alors, quand j'ai terminé ma première école de commerce, à la fin de l'école, j'ai vécu pratiquement 1 an en Namibie et en Afrique du Sud et au Botswana pour voir si je voulais faire ma vie là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que non. C'est marrant, j'avais cette discussion avec mon père aujourd'hui. Quand on quitte son ciel bleu, quand on quitte ses paysages, quand on est un déraciné, il est très difficile de se sentir chez soi ailleurs. Ça, j'en suis persuadé. Et que ça soit la personne très pauvre qui subit une guerre chez elle et qui doit venir dans un pays plus riche, eh ben, elle aura toujours le manque de sa terre, de l'endroit qu'il a vu naître, de là où des gens parlent sa langue. Et ça, j'en suis persuadé. Et c'est la même chose pour l'Européen, l'Américain, l'Anglais qui veut aller dans une autre région du monde. Et ben, il se sentira pas chez lui. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et moi, j'en connais qui sont, par exemple, des guides qui sont en Namibie, au Botswana depuis des années et des années.
Beaucoup ont des vies assez décousues quand même. Ceux qui ont une belle situation, ils vivent très bien, ils ont réussi à avoir une belle maison et ils sont heureux. Et puis il y a les autres, quoi, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille, qui, bon, ça va être un peu caricatural, mais beaucoup sont un peu dans l'alcool, tu vois. Ils essaient de passer le temps comme ils peuvent. Et puis voilà, je crois qu'ils ne se sentent pas chez eux. Puis parfois il y a des relents un peu racistes aussi. Donc je me suis pas senti à ma place. Ouais. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais je me voyais pas un avenir là-bas. Toi, ton équilibre, en fait, aujourd'hui, il se trouve avec un point fixe, peut-être à Paris, ou région parisienne, enfin peu importe, mais Paris, qui te donne la possibilité de pouvoir bouger aussi et réaliser tes projets, tes photos, tes documentaires, Tout à fait. et également à faire des accompagnements, parce que tu fais des accompagnements du coup pour des touristes, Ouais. sauf que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus éthique, restreint. On est loin du Club Med. Oh là, ouais. Mon Dieu, quelle horreur. Je savais que c'était un peu une insulte que je te disais là. Oui, on est... Oui. Alors, tu me demandais ce que je voulais faire dans 5-10 ans. Moi, j'ai un rêve d'enfant, c'est d'avoir mon propre lodge en Afrique. Ouais. Donc, d'avoir une structure qui accueillerait pas plus d'une dizaine de personnes. Oui, on ferait des safaris toute la journée. Je sais déjà où aller, je sais le pays. Non, il faut les sous. Mais voilà, ça c'est mon rêve d'enfant. Et en plus, je sais qu'avec ma communauté, avec les gens qui me suivent, j'arriverai à le remplir ce lodge et j'arriverai à en faire un endroit unique. J'en suis sûr. J'ai déjà tout en tête. Donc ça serait un rêve. Et plus je vieillis, même si je suis encore jeune, plus j'ai du mal à vivre les mois de octobre à mars, là ça se termine, mais cette grisaille où tu vois pas le moindre ciel pendant plusieurs semaines, ça devient vraiment pénible. Et avoir cette solution de lodge où on passe 6 mois de l'année sur place et 6 mois à Paris, parce que j'aime aussi beaucoup Paris, ça serait l'idéal. Oui, et puis ça serait en plein dans ton 5, cette idée que la routine n'est jamais vraiment là. Ouais. La décaler entièrement et être dans ton 1 aussi, à savoir ton autonomie de gérer toi-même ton propre business. Donc c'est Tout à fait. On arrive à la fin de on continue. cet épisode. Mais c'est vrai qu'on pourrait tellement aller sur moi ce que j'invite les gens à faire, c'est d'aller sur ton YouTube. Et d'aller voir tes photos aussi. T'as gagné des prix, dont un prix avec une mère orang-outan et son bébé, son enfant, où ils sont presque un bisou. Au milieu. Cette photo, on dirait une peinture. Là, sur YouTube, je peux mettre la photo sur YouTube, comme ça, c'est possible. Donc là, vous la voyez. Et pour ceux qui font du podcast, faudra aller sur ton site Mathieu Courdès. Pour pouvoir voir ta galerie, parce que vraiment tes photos sont magnifiques. Elles peuvent être aussi achetées, hein, c'est ça, tu les vends aussi Alors je suis en train de lancer un projet, je sais pas quand le podcast sortira, mais en tout cas on y travaille avec mes équipes, qui est une collection de photos d'art. Donc en fait il n'y aura que 15 photos, chaque photo sera tirée à 3-4 exemplaires, quoi. Et pour créer une sorte de rareté, tu vois. Et ça sera sur le thème du regard. Ce sera que des photos en noir et blanc, donc des photos qu'on peut mettre, tu vois, sur un beau mur blanc comme je vois ici. Et on est en train de lancer ça. Donc en gros, l'idée c'est que quand tu achètes une photo de Courdès, tu puisses peut-être dans quelques années la revendre plus cher, puisqu'on va vraiment limiter le nombre d'exemplaires pour chaque photo. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Que ça devienne des masterpieces mais qui soient de toute façon à l'image de qui tu es. Je trouve que t'es vraiment quelqu'un d'authentique, qui est passionné. Moi, ce que j'adore en fait quand je t'entends parler, c'est cette passion qui ne te quitte pas. Il y a quelque chose qui est là, il y a un alignement, il y a ce truc où même tu vois dans certaines questions que je peux te poser, j'ai l'impression que ça résonne pas, parce que c'est comme si non, j'ai eu le sentiment, tu sais, par moments, parce que toi t'es tellement... En fait, tu sais ce que tu veux, t'es tellement toi, t'as tellement ta propre vision du monde, ta sensibilité, et j'adore ça, parce que moi, des fois, je me perds un peu dans tous mes projets, et je suis assez épaté et passionné par ce type de personnalité comme la tienne,
qui parle avec passion d'un sujet et puis c'est waouh, ça respire le bonheur, l'envie et j'adore ça. Et c'est pour ça que j'ai adoré t'écouter parler. Attends, moi ça m'intéresse le fait que ça résonne pas, parce que je voudrais faire résonner tes questions. Qu'est-ce que je devrais... Enfin, c'était quoi par exemple? Alors attends, parce que là il faudrait que je reprenne. C'est plus le côté où tu vois, sur des questions, alors je crois que c'est une des premières où je t'ai dit qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un. Ah oui. Où finalement en fait tu parles, t'es toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas trop conseiller quelqu'un C'est d'autre ça. parce Ouais. qu'en fait t'es tellement sur ton fonctionnement, sur comment t'as réussi, comment ça a marché pour toi, et je t'ai même pas demandé comment, mais parce que ça me paraît évident pour moi, c'est que t'as suivi ton cœur malgré qu'on t'ait voulu te faire changer de direction et que t'as jamais lâché ce qui vibrait chez toi, et c'était la nature, les animaux et cette rareté que tu pouvais... J'ai tort dans ce que je dis? Non, t'as tout à fait raison. Et puis, j'ai reçu tellement de mauvais conseils de personnes qui pensaient m'en donner des bons que, ouais, je préfère pas faire le vieux con qui donne des conseils. Mais d'ailleurs, quand je dis ça, c'était pas du tout un reproche Oui, dans non, l'idée, hein, non, mais c'est tu plus dans l'as la... très bien amené, j'ai compris où tu voulais en venir. Ouais. J'espère avoir raconté des histoires intéressantes. J'espère que ça a plu à tes auditeurs. J'en doute pas. De toute façon, moi, je choisis mes invités avec mon cœur. Et en général, ceux qui écoutent ce podcast, et je vous le dis à tous là qui écoutez, je sais que vous êtes des personnes qui vibrez avec votre cœur aussi. Donc, si moi là, ça a vibré pendant 1 heure, je vois pas pourquoi ça a pas vibré pour eux. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Mathieu sur son Instagram, ou m'envoyer aussi un message à moi aussi. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois les retours de vous, les auditeurs qui écoutez. Donc, on peut te retrouver sur ton site, mathieucourdès.com. Ouais, sur le site. Bon, le site, c'est un peu désuet, mais pourquoi pas. Sur mon compte Instagram, mon évidemment, compte TikTok et YouTube, voilà. Ouais. Et puis, ceux qui veulent m'envoyer des messages, voilà. J'essaye de les lire tous. Ouais. Je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette interview de Mathieu a pu t'inspirer à ouvrir, à avoir un nouveau regard sur le monde, sur les animaux, sur la faune sauvage et puis même les animaux que l'on a aujourd'hui dans notre quotidien, les animaux domestiques également. En tout cas, c'est vraiment un épisode moi qui m'a inspiré. J'ai adoré la personnalité de Mathieu, qui a un véritable franc-parler, je trouve, et qui m'a impressionné par cet alignement face à son métier, à sa passion. Et c'est quelque chose que j'adore. Là où moi, des fois, je m'égare et je me perds dans tant de passion, je suis impressionné par cet alignement total où on sait où il va, où on voit vraiment, il vibre ce qu'il dit. Et j'ai adoré ça. Je te dis à très bientôt, en tout cas, pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, un petit commentaire. Et partagez également si cet épisode a pu résonner et tu penses qu'il pourrait résonner pour quelqu'un d'autre. N'hésite pas également à le partager. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut.